Je m'appelle Autumn Wilson, j'ai 32 ans et le dernier Noël a changé ma vie pour toujours. Après avoir parcouru 600 miles dans une tempête de neige aveuglante pour atteindre la maison de ma famille dans le Tennessee, je me tenais sur le pas de la porte, les bras chargés de cadeaux coûteux, le cœur plein d'espoir. Lorsque ma mère a ouvert la porte, son visage s'est durci. « Désolée, je me suis trompée de maison », a-t-elle dit froidement, avant de me claquer la porte au nez. Je suis restée figée, les flocons de neige fondant sur mes cils, se mêlant aux larmes que je ne pouvais retenir. Avant de poursuivre cette histoire déchirante, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et « Je m'abonne » pour soutenir d'autres personnes confrontées à des difficultés familiales pendant les fêtes de fin d'année. En grandissant dans notre petite ville du Midwest, j'ai toujours pensé que notre famille était normale. Nous n'étions pas riches, mais nous étions à l'aise. Maman travaillait comme infirmière à l'hôpital local et papa gérait la quincaillerie de la ville. Mon frère Ethan et moi avons partagé une chambre jusqu'à l'âge de 11 ans, construisant des forts de couverture et chuchotant des secrets longtemps après l'heure du coucher. Ces souvenirs d'enfance ressemblent encore à des instantanés de la vie de quelqu'un d'autre. Tout a changé lorsque j'ai eu 13 ans. Les disputes entre papa et maman étaient de plus en plus fréquentes, leur voix traversant nos minces murs la nuit. Je mettais mon oreiller sur ma tête, essayant de bloquer le son des pleurs de maman ou des portes claquées par papa. Un matin, en descendant, j'ai trouvé maman à la table de la cuisine, les yeux rouges, mais étrangement calme. « Votre père déménage », dit-elle simplement, en remuant son café comme si elle discutait d'un changement de temps. « Il continuera à vous voir le week-end. » Je me souviens d'être restée là, en pyjama, mon monde s'effondrant tandis que le grille-pain surgissait avec mon petit déjeuner comme si rien n'avait changé. Ethan l'a pris plus durement que moi. À 11 ans, il croyait encore que notre famille était indestructible. Il a cessé de parler pendant près d'un mois après le départ de papa. 2 ans plus tard, maman nous a présenté Richard. Elle portait des costumes coûteux et conduisait une voiture qui incitait nos voisins à regarder à travers leurs rideaux. Il possédait 3 concessions automobiles dans l'État et vivait dans une maison 2 fois plus grande que la nôtre. Maman semblait différente en sa présence, elle riait davantage, se coiffait nerveusement, se maquillait même en semaine. « Il me rend heureuse », nous a-t-elle dit lorsqu'elle nous a annoncé qu'ils allaient se marier. « Vous ne voulez pas que je sois heureuse ? » Bien sûr que nous le voulions. Mais l'arrivée de Richard a marqué le début de la transformation de maman. Et la femme qui m'avait appris à couper les coupons et à faire les soldes s'est mise à porter des vêtements de marque. Et la mère qui nous obligeait à rendre les cadeaux d'anniversaire trop chers n'a soudain rien trouvé à redire au fait que Richard lui achète des boucles d'oreilles en diamant, juste parce qu'il en a besoin. Au début, les changements étaient subtils. Maman a commencé à faire des commentaires sur les familles de nos amis qui avaient de l'argent et celles qui n'en avaient pas. Elle s'est inscrite au country club où Richard jouait au golf et a commencé à citer les noms des personnes importantes qu'elle y avait rencontrées. Lorsque j'ai porté mon jean préféré du magasin d'occasion pour un dîner, elle m'a prise à part. « Nous ne nous habillons plus comme ça », murmurait-elle, comme si la pauvreté pouvait être contagieuse. Malgré ces tensions, j'excellais à l'école. L'éducation est devenue mon échappatoire et je me suis jetée à corps perdu dans les études. En dernière année, j'ai obtenu une bourse partielle pour l'université de Northwestern. Richard m'a proposé de payer la différence, mais il y avait des conditions. Et elle m'a dit, affaires ou droit. Inutile de gaspiller de l'argent pour des diplômes artistiques qui ne paieront pas les factures. J'ai donc choisi de contracter un prêt étudiant et de me spécialiser dans la communication. Maman ne comprenait pas pourquoi j'avais choisi l'endettement plutôt que l'aide de Richard. L'orgueil ne te tiendra pas chaud la nuit, m'a-t-elle dit. Tout au long de mes études et par la suite, j'ai occupé plusieurs emplois tout en bâtissant ma carrière. Les postes de débutante ont débouché sur des promotions. À 28 ans, j'étais devenue responsable du marketing dans une entreprise respectée de Chicago. J'ai gravi les échelons grâce à mes propres efforts et à mon propre mérite. J'ai remboursé mes prêts étudiants très tôt et j'ai commencé à épargner. L'indépendance financière m'a fait l'effet d'une armure contre les attaques subtiles de ma mère au sujet de mes choix. Noël est resté la seule tradition qui a permis à notre famille fragmentée de rester unie. Malgré les tensions, nous avons maintenu le rituel du rassemblement chez maman et Richard la veille de Noël. La fête de l'année dernière avait été particulièrement tendue. Maman a passé la majeure partie de la soirée à montrer leur cuisine nouvellement rénovée à ses amis, tandis que j'étais assise seule avec mon verre de vin. Richard a parlé affaires avec ses amis golfeurs et Ethan est arrivé en retard.
Juste le temps d'échanger des cadeaux avant de partir pour le dîner de famille de sa petite amie. Ce Noël gênant m'avait incité à ne pas fêter Thanksgiving cette année. J'ai prétendu qu'un projet professionnel nécessitait mon attention, mais la vérité était que je ne supportais pas de me sentir encore une fois étrangère à ce qui était censé être ma famille. Maman avait semblé presque soulagée lorsque j'avais annulé, ce qui m'avait piqué plus que je ne voulais l'admettre. Mais Noël, c'était différent. Dans notre famille, Noël était sacré, même après le départ de papa. Alors, malgré la distance grandissante, j'ai demandé un congé. J'ai rempli ma voiture de cadeaux soigneusement sélectionnés et je me suis préparée à parcourir les 600 miles qui séparent Chicago de leur nouvelle maison dans la campagne du Tennessee. Mon amie Julia m'a demandé si j'étais sûre de vouloir faire tout ce chemin en voiture lorsque je lui ai fait part de mes projets. Tu pourrais prendre l'avion et louer une voiture. Le trajet me permet de décompresser, ai-je expliqué, même si la vérité est que prendre l'avion réduirait trop l'argent que j'ai déjà dépensé pour les cadeaux. J'avais choisi des articles dont je savais qu'ils impressionneraient maman et Richard, un foulard de créateur pour elle, une bouteille de scotch hors de prix pour lui et la dernière console de jeu pour Ethan. Et la veille de mon départ, j'ai appelé Ethan pour confirmer les détails. Maman met le paquet cette année, m'a-t-il dit. Les associés de Richard viennent pour le réveillon de Noël. Prépare-toi, d'accord ? Pourquoi, ai-je demandé, sentant quelque chose dans sa voix. Rien de particulier. Tu sais comment elle se débrouille avec son entourage. Appelle-moi quand tu seras proche. Cette conversation aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais j'ai écarté ce sentiment de malaise, me concentrant plutôt sur la possibilité que ce Noël puisse combler le fossé qui se creusait entre maman et moi. Peut-être que ma réussite la rendrait enfin fière. Peut-être que cette fois-ci, je me sentirai enfin à ma place. Les premiers flocons de neige ont commencé à tomber juste à la sortie d'Indianapolis, 6 heures après le début de mon voyage. Lorsque j'ai traversé le Tennessee, les flocons s'étaient transformés en véritable tempête, m'obligeant à réduire ma vitesse au minimum. Les essuie-glaces ont lutté contre les assauts. Et mes articulations sont devenues blanches à force de tenir le volant. Ce qui aurait dû être un trajet de 10 heures s'est étiré en 14 heures alors que je naviguais sur des routes traîtresses et que la visibilité était mauvaise. J'y suis presque, me suis-je murmuré en tournant sur le chemin privé qui mène à la propriété de maman et Richard. Ils avaient déménagé au printemps dernier et c'était la première fois que je visitais leur nouvelle maison. Et la propriété était cachée derrière un rideau de chênes imposant et de haies bien entretenues, bien loin de la modeste maison de banlieue où maman nous avait élevés après le divorce. Après avoir appuyé sur le bouton de l'interphone, le portail de sécurité s'est ouvert et j'ai remonté lentement l'allée sinueuse. Et la maison est apparue. Une vaste demeure de style colonial avec des colonnes blanches et de grandes fenêtres qui brillaient d'une lumière chaude. Des décorations de Noël ornaient toutes les surfaces possibles. Des jeux de lumières installés par des professionnels, des casse-noix grandeur nature flanquant l'entrée et une énorme couronne sur la porte d'entrée. L'effet n'était pas celui d'un Noël chaleureux, mais plutôt celui d'une salle d'exposition. Je me suis garé derrière une rangée de véhicules de luxe, et j'ai remarqué une camionnette de traiteur parmi eux. Maman avait parlé d'un dîner, mais pas d'un service de traiteur. J'ai vérifié mon apparence dans le rétroviseur, en appliquant un nouveau rouge à lèvres et en lissant mes cheveux froissés par le voyage. Après 14 heures de route, j'avais l'air épuisé, mais il n'y avait rien à faire contre les cernes sous mes yeux. Dans le coffre, j'ai récupéré les cadeaux soigneusement emballés. L'écharpe de créateur pour maman avait coûté près d'une semaine de salaire, et le scotch rare de Richard avait nécessité une commande spéciale. Pour Ethan, j'avais fait des folies en achetant la console de jeu dont il parlait depuis des mois. Mais qu'il ne pouvait pas s'offrir avec son salaire d'enseignant. Les bras chargés de cadeaux et de mon sac de voyage, je me dirigeais vers la porte d'entrée, la neige crissant sous mes bottes. Le carillon de la porte a résonné de manière impressionnante lorsque j'ai appuyé dessus. À travers les panneaux de verre décoratifs, je pouvais voir du mouvement à l'intérieur, des gens se mêlant à la foule, un verre à la main, vêtus de ce qui semblait être des tenues de cocktail. Mon cœur a sombré lorsque j'ai jeté un coup d'œil à mes vêtements décontractés. Personne n'avait parlé d'une réunion formelle ce soir. Et la porte s'est ouverte et ma mère était là. À 54 ans, Patricia Wilson Montgomery en paraissait 10 de moins, ses cheveux blonds ayant été colorés et coiffés par des professionnels, sa silhouette mince mise en valeur dans une élégante robe noire. L'espace d'un instant, j'ai vu de la reconnaissance dans ses yeux, suivi immédiatement par quelque chose d'autre. Une alarme plutôt que de la froideur. Maman, bonjour. Désolée, je suis en retard.
Le temps était exécrable, sa main parfaitement manucurée s'est agrippée au rebord de la porte. Je suis désolée, l'interrompt-elle. Sa voix est coupée et peu familière. Je me suis trompée de maison. J'ai cligné des yeux, certain d'avoir mal entendu. Je clignais des yeux, persuadé d'avoir mal entendu. Maman, c'est moi. Oh Tom. Derrière elle, un groupe d'invités bien habillés se tourna curieusement vers la porte. Richard est apparu dans le couloir, un verre de whisky à la main, une expression de malaise traversant son visage avant qu'il ne recule rapidement. Pas ce soir, siffle maman à voix basse, le sourire figé. Nous avons des invités importants. Je t'ai dit qu'on ferait le Noël en famille demain, point. Non, tu n'as pas dit ça. Nous faisons toujours le réveillon de Noël ensemble. J'ai fait 14 heures de route la porte s'est refermée sur moi, pas tout à fait comme un claquement, mais suffisamment ferme pour que le message soit sans équivoque. Je suis restée là, les bras encore chargés de cadeaux, le choc me rendant immobile. À travers la vitre, j'ai vu ma mère retourner auprès de ses invités, riant comme si de rien n'était. L'engourdissement a fait place à l'humiliation lorsque j'ai réalisé qu'un couple qui se dirigeait vers la maison avait été témoin de tout l'échange. Ils détournèrent maladroitement les yeux en s'approchant, me laissant de côté comme si mon caractère indésirable pouvait être contagieux. Les flocons de neige s'accumulaient sur les cadeaux que je tenais dans mes bras tandis que je cherchais mon téléphone à tâtons, manquant de tout faire tomber. J'ai d'abord appelé maman, observant par la fenêtre. Qu'elle jetait un coup d'œil à son téléphone, voyait mon nom et le remettait dans sa poche sans répondre. J'ai ensuite appelé Richard, puis Ethan. Ni l'un ni l'autre n'a répondu. J'ai envoyé des SMS aux 3 points. Maman, je suis dehors. Laisse-moi entrer. S'il te plaît. Richard, est-ce que maman t'a dit que je ne devais pas venir avant demain? Ethan, où es-tu? Maman vient de me refouler à la porte. Le message à maman a été lu presque immédiatement, mais il n'y a pas eu de réponse. Celui de Richard n'a pas été lu. Le message d'Ethan était indiqué comme livré, mais pas encore vu. 10 minutes se sont écoulées alors que je me tenais debout dans la neige qui s'intensifiait, l'humiliation se transformant en colère, puis en une douleur profonde et douloureuse qui s'est installée dans ma poitrine. Un employé du service de restauration est sorti par une porte latérale, me jetant un regard curieux alors qu'il chargeait des conteneurs vides dans la camionnette. « Excusez-moi » ai-je crié, le désespoir l'emportant sur la dignité. « Pourriez-vous dire à Patricia que sa fille attend toujours dehors ?» Le jeune homme avait l'air mal à l'aise. « Je suis désolé, madame. Nous ne sommes pas censés interrompre la fête avec des messages. » Vaincu, je me suis retiré dans ma voiture, jetant les cadeaux sur le siège passager. Les larmes menaçaient, mais je les ai repoussées, me concentrant plutôt sur le problème pratique de savoir où aller. L'hôtel le plus proche se trouvait à 30 minutes de route et, par ce temps, le trajet serait dangereux. Je n'avais nulle part où aller dans cette ville inconnue. Alors que j'étais assis avec le moteur en marche et le chauffage à fond, j'ai remarqué que ma mère apparaissait à l'une des grandes fenêtres donnant sur l'allée. Nos regards se sont croisés brièvement avant qu'elle ne ferme les rideaux. M'effaçant de sa vue aussi efficacement qu'elle m'avait effacé de sa soirée. C'est à ce moment-là que les larmes sont enfin arrivées. Des larmes chaudes et furieuses qui ont brouillé ma vision alors que je sortais de l'allée en marche arrière. Je n'avais pas de destination en tête. Juste le besoin désespéré d'échapper à l'humiliation d'être traitée comme une étrangère indésirable par ma propre mère. J'y conduisais sans but sur des routes inconnues, les essuie-glaces ayant du mal à suivre la neige qui tombait. Mon téléphone a sonné, le nom d'Ethan s'allumant sur l'écran. Je me suis garé sur le parking vide d'une station-service fermée pour répondre. « Oh Tom ? Où es-tu » Sa voix était essoufflée, inquiète. En train de rouler dans une tempête de neige parce que notre mère a fait semblant de ne pas me connaître, dis-je, incapable de garder l'amertume de ma voix. Elle a fait quoi? Le choc dans son ton était authentique. Je ne suis pas à la maison. J'allais venir plus tard après la fête de maman. Elle ne m'a pas dit que tu venais ce soir. Elle ne m'a pas dit qu'il y avait une fête, ai-je répliqué. Elle n'a jamais parlé de changer notre tradition du réveillon de Noël. Il y a eu une pause. Retrouve-moi au Déniès sur la route 41. Tu sais où c'est? Non, mais j'ai un GPS. Donnez-moi 20 minutes. Le Déniès était presque vide quand je suis arrivé, seuls quelques camionneurs et un couple âgé occupaient des cabines. Ethan était déjà là, faisant un signe de la main depuis une table d'angle. À 29 ans,
Mon frère paraissait plus vieux que son âge, ses cheveux noirs commençant à se dégarnir légèrement, des lignes d'inquiétude perpétuelle gravées entre ses sourcils. Il s'est levé pour me serrer dans ses bras, et je me suis accrochée à lui plus longtemps que d'habitude, luttant contre une nouvelle vague de larmes. J'ai commandé un café, dit-il lorsque nous nous sommes assis. Tu as l'air d'en avoir besoin. J'ai besoin de quelque chose de plus fort qu'un café après ce qui vient de se passer. Mes mains tremblaient encore, que ce soit à cause du froid ou de l'émotion, je ne pouvais pas le dire. Ethan se passa une main dans les cheveux, une habitude nerveuse datant de l'enfance. Je n'arrive pas à croire qu'elle t'ait repoussé. En fait, non, je peux le croire. Les choses sont devenues bizarres ces derniers temps. Bizarres comment? On se parle toutes les semaines, Ethan. Tu n'as jamais dit que quelque chose n'allait pas. Parce que ça a été progressif. Et honnêtement, je ne voulais pas t'inquiéter. Il tripote sa tasse de café. Depuis qu'ils ont emménagé ici, maman est obsédée par l'idée de se fondre dans la masse de Richard. Adhésion à un country club, gala de charité, escalade sociale, tout y passe. Ce n'est pas nouveau, ai-je fait remarquer. Elle est comme ça depuis qu'elle a épousé Richard. C'est différent maintenant. Plus extrême. Il s'est penché en avant, baissant la voix. Sais-tu que grand-père Earl lui a laissé de l'argent quand il est mort au printemps dernier? Je fronce les sourcils. Elle m'a dit qu'il avait dépensé la plupart de ses économies en soins médicaux. Qu'il y avait à peine de quoi couvrir les funérailles. L'expression d'Ethan s'est assombrie. C'est un mensonge. Il avait une assurance vie d'une valeur de 68 540 $. J'ai vu le chèque. La précision du chiffre m'a frappé. Pourquoi mentirait-elle à ce sujet? Parce que grand-père voulait que la somme soit partagée entre nous tous. Il me l'a dit avant de mourir. Maman, tu as des parts égales. Il l'a même écrit dans une lettre. Mais ce n'était pas juridiquement contraignant. Mon café est resté intact et s'est refroidi. Elle a donc gardé tout cela sans me le dire. Ethan a fouillé dans sa veste et en a sorti un document plié. J'ai fait des copies. De tout, de l'indemnité d'assurance, de la lettre de grand-père, du dépôt bancaire. Il les fait glisser sur la table. J'ai essayé de trouver comment te le dire. Les documents confirmaient tout, l'indemnité d'assurance, le dépôt sur le compte personnel de ma mère et une lettre manuscrite de notre grand-père exprimant son souhait que l'argent soit partagé entre sa fille et ses petits-enfants. Mes mains ont tremblé en lisant son écriture familière. Il y a plus, dit Ethan à voix basse. Elle a dit aux gens que tu avais abandonné la famille. Que tu es trop occupé par ton travail à Chicago pour lui rendre visite ou l'appeler. C'est absurde. Je l'appelle tous les dimanches. J'envoie des cartes pour chaque anniversaire. Je sais. Mais ses nouveaux amis ne le savent pas. Pour eux, tu es la fille ingrate qui est trop bien pour sa famille maintenant. Même une partie de la famille élargie le croit. Tante Carole m'a demandé le mois dernier si tu allais te réconcilier avec maman. L'injustice me brûle la gorge. Faire amende honorable, pourquoi? Pour avoir réussi selon mes propres termes? Pour ne pas avoir laissé Richard dicter ma carrière? Pour ne pas avoir joué le jeu de sa nouvelle identité d'épouse mondaine à la vie parfaite? Ethan soupire lourdement. L'argent l'a changé, Tom. Ou peut-être qu'il a juste révélé qui elle avait toujours été. Elle a rejoint ce country club exclusif où Richard joue au golf. Soudain, elle organise des dîners pour ses associés. Elle achète des œuvres d'art qu'elle ne comprend pas et agit comme si nous avions grandi avec des cuillères en argent au lieu de nous débattre après le départ de papa. La serveuse est arrivée pour prendre notre commande, mais j'avais perdu l'appétit. J'ai demandé plus de café, juste pour avoir quelque chose à quoi me raccrocher. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ai-je demandé après le départ de la serveuse. J'ai fait 600 km pour passer Noël avec une femme qui m'a claqué la porte au nez. Je ne peux même pas aller à l'hôtel parce que mes bagages sont coincés dans ma voiture sous tous les cadeaux que j'ai achetés pour des gens qui, apparemment, ne veulent pas de moi. Ethan a traversé la table et m'a serré la main. Reste avec moi. Mon appartement est petit, mais le canapé se déplie. Nous trouverons une solution ensemble. Alors que la réalité de la situation me frappait de plein fouet. Les larmes ont recommencé à couler. J'avais dépensé des milliers de dollars en cadeaux et en voyages,
pris de précieux jours de vacances et enduré un trajet de 14 heures dans des conditions dangereuses, tout cela pour être traité comme une intruse par ma propre mère. Je me sens tellement stupide, ai-je murmuré, une larme glissant sur ma joue. J'essaie toujours de faire partie de cette famille et on me montre sans cesse que je n'en fais pas partie. Ce n'est pas vrai, dit Ethan avec fermeté. Tu as ta place auprès des gens qui se soucient vraiment de toi. C'est maman qui ne mérite pas de t'avoir dans sa vie. Nous sommes restés assis dans ce restaurant pendant près de 3 heures, Ethan m'expliquant tous les changements intervenus dans le comportement de notre mère au cours de l'année écoulée. Elle avait commencé à parler d'Ethan et de moi comme de sa première famille lorsqu'elle s'adressait à ses nouveaux amis. Comme si nous étions un tour d'entraînement avant que sa vraie vie ne commence. Comment elle avait redécoré leur nouvelle maison sans une seule photo de famille où figurait notre père ou notre maison d'origine. Elle avait commencé à critiquer mes choix professionnels à qui voulait bien l'entendre, se présentant comme la mère soucieuse d'une fille qui refusait son aide. Lorsque nous sommes partis, la neige s'était arrêtée et quelque chose s'était durci en moi. La douleur était toujours là, une plaie à vif sous mes côtes, mais elle s'accompagnait désormais d'une froide clarté. Pendant des années, j'avais couru après l'approbation d'une femme qui avait choisi son statut au détriment de ses propres enfants. Il était temps d'arrêter cette course. Ethan me conduisit dans son modeste appartement, m'aidant à apporter les cadeaux que j'avais si soigneusement sélectionnés. Nous les avons placés dans un coin. Un triste petit tas d'offrandes de paix coûteuses qui ne serait jamais ouverte comme prévu. Demain, dit Ethan en préparant le canapé-lit, nous aurons notre propre Noël. Et ensuite, nous déciderons de ce que nous ferons de maman et de l'héritage. Pour la première fois depuis mon arrivée dans le Tennessee, j'ai ressenti une petite étincelle de chaleur. Tout n'était pas perdu. J'avais toujours mon frère, et c'était peut-être une famille suffisante. Je me suis réveillée sur le canapé d'Ethan, avec l'odeur du café et le bruit qu'il faisait en fouillant dans la cuisine. Et la lumière du soleil passait à travers les fenêtres sans rideaux, illuminant le modeste appartement d'une chambre où mon frère vivait depuis qu'il était devenu professeur d'anglais au lycée. Il y a 3 ans. Le contraste entre cette maison simple et le manoir de notre mère n'aurait pas pu être plus frappant. Il m'a appelé en remarquant que j'étais réveillée. Je fais des œufs. C'est à peu près tout ce que j'ai à part les céréales. Les œufs, c'est parfait. Je me suis redressée, souffrant de la raideur de mon dos due à la minceur du matelas. Quelle heure est-il ? Presque 11 heures. Tu étais épuisé, alors je t'ai laissé dormir. Après le petit déjeuner, nous nous sommes assis à la petite table de la cuisine d'Ethan pour élaborer un plan. Malgré mon instinct initial d'éviter toute nouvelle confrontation, Ethan m'a convaincu que nous devions aborder la situation directement. Elle organise son grand dîner de réveillon de Noël ce soir, a-t-il expliqué. Tous les partenaires commerciaux de Richard et leurs épouses. Elle le prépare depuis des mois. Et tu penses qu'on devrait s'y incruster ? L'idée m'a serré l'estomac d'angoisse. Pas s'incruster. Je suis toujours invitée. Je t'amènerai juste en tant que personne supplémentaire. Son sourire était malicieux. Elle ne fera pas de scène devant ses précieux invités. Je n'en étais pas si sûre. Après l'incident de la porte claquée d'hier, je ne lui aurais rien reproché. Mais l'alternative, se défiler sans affronter ses mensonges, me paraissait pire. Nous avons passé l'après-midi à nous préparer. J'ai récupéré mes bagages dans la voiture et j'ai enfilé la tenue que j'avais préparée pour le dîner de Noël, une robe enveloppée d'un vert profond qui m'allait bien. Ethan a mis une chemise boutonnée et la seule cravate qu'il possédait, un cadeau de ses étudiants de l'année dernière avec de petites citations de Shakespeare imprimées dessus. Prêt pour la bataille ? A-t-il demandé alors que nous nous tenions près de sa voiture à 7 heures. Aussi près que je le serai jamais. Le trajet jusqu'à la propriété de maman et Richard m'a semblé surréaliste. 12 heures auparavant, j'avais été refoulée de cette même maison. Maintenant, je revenais comme un esprit vengeur, déterminé à faire éclater la vérité. L'allée était encore plus encombrée que la nuit précédente. Des voitures de luxe s'alignaient comme des soldats. Ils ont engagé un valet pour un dîner de famille, murmurai-je avec incrédulité en approchant de la porte d'entrée. De la musique de Noël s'échappait de l'intérieur, ainsi que le murmure de dizaines de conversations et des rires occasionnels. Ethan me serra la main de manière rassurante avant de sonner à la porte. Cette fois, c'est Richard qui a répondu, son expression passant de l'accueil au choc lorsqu'il m'a vu aux côtés d'Ethan. Ethan et Autumn. C'est une surprise. Ses yeux passèrent nerveusement sur nos épaules. Comme s'il s'attendait à trouver d'autres invités inattendus derrière nous.
Joyeux Noël, Richard, ai-je dit en faisant appel à une confiance que je ne ressentais pas. J'espère que cela ne vous dérange pas que je sois venu avec Ethan. Après le malentendu d'hier, je ne voulais pas manquer le Noël familial. Le malaise de Richard était palpable alors qu'il s'effaçait pour nous laisser entrer. Bien sûr, bien sûr. Votre mère sera, s'il vous plaît, vous pouvez venir après tout. L'intérieur de la maison était encore plus impressionnant qu'il n'y paraissait de l'extérieur. Des plafonds voûtés, des sols en marbre, un énorme sapin de Noël dont la décoration a dû coûter des milliers d'euros. Une trentaine de personnes se sont mélangées au rez-de-chaussée, toutes habillées de manière impeccable. Beaucoup portaient des bijoux qui accrochaient la lumière du lustre de cristal. Voilà maman, murmura Ethan en faisant un signe de tête vers la salle à manger. Notre mère se tenait avec un petit groupe de femmes qui faisaient des gestes animés en racontant une histoire qui les faisait toutes rire. Elle portait une robe noire différente de celle d'hier. Celle-ci était ornée de paillettes subtiles qui scintillaient lorsqu'elle bougeait. Elle avait l'air élégante, couronnée de succès et complètement dans son élément jusqu'à ce qu'elle se retourne et m'aperçoive. Le sourire s'est figé sur son visage. Pendant une fraction de seconde, la panique nue a brillé dans ses yeux avant qu'elle ne se ressaisisse. Elle s'est excusée auprès de ses amis et s'est dirigée vers nous avec une précision mécanique. Ethan, dit-elle d'un ton ferme lorsqu'elle arriva à notre hauteur, en évitant délibérément de me regarder. Pourrais-je te parler dans la cuisine? Non. Quoi que tu aies à dire, tu peux nous le dire à tous les deux, répondit Ethan calmement. Son sourire est resté figé. Mais son regard s'est durci. Très bien. Tous les deux. Dans la cuisine. Maintenant. Nous l'avons suivi à travers la foule, souriant poliment au regard curieux des invités. L'équipe de restauration travaillait efficacement dans l'immense cuisine du chef, mais maman nous conduisit jusqu'à l'office du maître d'hôtel, qui offrait un peu d'intimité. Dès que la porte s'est refermée derrière nous, elle s'est tournée vers moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit très clairement que le Noël familial était demain. Non, tu ne l'as pas dit, dis-je, la voix plus ferme que je ne m'y attendais. Tu as dit, je cite, désolé, je me suis trompée de maison, et tu m'as fermé la porte au nez. J'étais en train de recevoir des gens importants. Tu as débarqué à l'improviste, l'air de sortir du lit. J'avais conduit pendant 14 heures dans une tempête de neige pour être avec ma famille pour le réveillon de Noël, comme nous l'avons fait chaque année de ma vie. Les plans changent. Oh Tom. Je t'ai envoyé un email à ce sujet il y a plusieurs semaines. Non, tu ne l'as pas fait. J'ai sorti mon téléphone. J'ai vérifié tous les emails, les textos et les messages vocaux que tu m'as envoyés. Il n'y avait rien à propos de changer notre tradition du réveillon de Noël. Le regard de maman s'est porté sur Ethan, à la recherche d'un allié, mais son expression est restée neutre. Eh bien, il y a clairement eu une erreur de communication. Mais tu es là maintenant, alors profitons-en. Il n'y a pas vraiment de place à table, mais vous pouvez vous joindre à nous pour le dessert. Je ne suis pas là pour ça, interrompis-je. Je veux parler de l'argent de l'assurance de grand-père Earl. Le visage de la jeune femme s'est vidé de ses couleurs. Ses yeux se sont portés sur Ethan, qui a légèrement hoché la tête. Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit-elle, mais sa voix avait perdu sa conviction. 68 540 $, ai-je dit. Le montant de l'assurance vie que grand-père voulait partager entre nous tous. L'argent que tu as gardé pour toi tout en me disant qu'il ne restait rien après ses frais médicaux. C'est une affaire de famille dont nous pourrons discuter demain, a-t-elle sifflé en jetant un coup d'œil nerveux à la porte. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Pourquoi as-tu dit aux gens que j'avais abandonné la famille? J'ai insisté. Pourquoi mentir sur le fait que je n'ai pas appelé ou rendu visite alors que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour maintenir notre relation? Richard entra dans le garde-manger et referma la porte derrière lui. Tout va bien ici? Les Anderson demandaient de tes nouvelles, Patricia. Tout va bien, dit rapidement maman. Juste un petit désaccord familial. À propos de l'héritage de grand-père, ajoutai-je en observant l'expression de Richard. Tu étais au courant, Richard? De la façon dont grand-père voulait qu'il soit partagé entre nous tous? Une lueur de gêne a traversé son visage. C'est entre votre mère et vous, les enfants. Je ne me mêle pas de ces questions. C'est pratique, murmura Ethan. Le calme de la mère se fissurait. Vous essayez de gâcher mon repas de Noël par dépit.
J'ai travaillé pendant des mois à l'organisation de cette soirée. Nous essayons de comprendre pourquoi vous avez exclu Autumn, interrompit Ethan. Pourquoi vous avez menti à sa famille et à ses amis? Pourquoi vous avez gardé l'argent de grand-père pour vous? Je n'ai exclu personne. Autumn a choisi sa voie il y a longtemps quand elle a rejeté notre aide et est partie à Chicago. Elle a clairement fait comprendre qu'elle n'avait pas besoin du soutien de la famille. Je n'ai pas rejeté ton aide, dis-je, la vieille blessure refaisant surface. J'ai rejeté les conditions posées par Richard à cette aide. Il y a une différence. Et maintenant, tu reviens parce que tu veux l'argent de grand-père? C'est-elle emportée? C'est bien pratique. Les accusations ont piqué. Je ne savais même pas qu'il y avait de l'argent jusqu'à hier soir. Je suis revenue parce que c'est Noël et que je pensais bêtement que ma propre mère voudrait me voir. Eh bien, tu t'es trompée, dit-elle, les mots comme des éclats de glace. Tu n'as plus ta place dans cette vie, Autumn. Tu as fait tes choix et j'ai fait les miens. L'argent fait la famille et tu n'en fais plus partie. Et la déclaration était suspendue dans l'air, sa cruauté se répercutant dans le petit espace. Richard détourna le regard, ne voulant pas croiser mon regard. Le visage d'Ethan rougit de colère. Jésus, maman, dit-il doucement. Est-ce que tu t'entends au moins? La porte du garde-manger s'ouvrit à nouveau et tante Carole, la sœur aînée de maman, se tint figée dans l'embrasure de la porte, une expression de choc sur le visage. Patricia, que se passe-t-il? Est-ce que je viens de t'entendre dire que l'argent fait la famille? Le masque de contenance de maman s'est complètement évanoui. Carole, ce n'est pas une conversation privée. Je suis venue chercher du vin et au lieu de cela, je te trouve en train de dire la chose la plus horrible que j'ai jamais entendue à ta propre fille. Tante Carole entre dans le garde-manger et referme la porte derrière elle. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Patricia? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'argent de l'assurance de papa? Les 20 minutes qui suivent sont un véritable chaos, la vérité éclatant de toutes parts. L'indignation de tante Carole lorsqu'elle apprend l'existence de l'héritage. Richard admet, mal à l'aise, qu'il était au courant de l'existence de l'argent depuis le début. Les tentatives de plus en plus désespérées de maman pour justifier ses actes. Pendant tout ce temps, je restais dans un silence stupéfait, regardant la façade soignée de la vie parfaite de ma mère s'effondrer en temps réel. Je pense que nous devrions y aller, dit finalement Ethan en posant une main protectrice sur mon épaule. Cela ne résoudra rien ce soir. J'ai acquiescé, épuisé émotionnellement. Alors que nous nous apprêtions à partir, maman m'a attrapé le bras. Si tu franchis cette porte, ce n'est pas la peine de revenir demain, a-t-elle dit, la voix tremblante de rage ou de peur. Je n'ai pas su dire lequel. Je suis sérieuse, Autumn. C'est ta dernière chance de faire partie de cette famille. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Pour la première fois, j'ai vu non pas ma mère, mais une étrangère. Quelqu'un de tellement obsédé par les apparences et le statut qu'elle sacrifierait ses propres enfants pour maintenir l'illusion. Tu as raison sur un point, ai-je dit à voix basse. L'argent fait votre famille, mais il ne fait pas la mienne. Sur ce, Ethan et moi sommes sortis du garde-manger, avons traversé la maison bondée d'invités inconscients et sommes entrés dans l'air froid de la nuit. Derrière nous, le dîner parfait du réveillon de Noël se poursuivait, mais quelque chose d'irréparable s'était brisé à l'intérieur de cette maison. Étrangement, malgré les larmes qui coulaient sur mon visage, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le matin de Noël s'est levé, clair et froid. Je me suis réveillée dans une modeste chambre d'hôtel. Ethan avait insisté pour la payer après que nous ayons quitté la maison de maman, disant que je méritais une nuit dans un vrai lit après tout ce qui s'était passé. Nous avions convenu de nous retrouver pour le petit déjeuner, mais je devais d'abord passer un coup de fil. Martin Greenberg était l'avocat de notre famille depuis aussi longtemps que je me souvienne. Et elle s'était occupée du divorce de mes parents, m'avait aidé à remplir les papiers de mon premier bail d'appartement, plus récemment, avait géré la succession de mon grand-père. Si quelqu'un pouvait connaître les détails juridiques de la situation de l'héritage, c'était bien Martin. Je n'étais pas sûr qu'il répondrait le matin de Noël, mais à ma grande surprise, il a décroché à la 3e sonnerie. Autumn Wilson, dit-il chaleureusement. Joyeux Noël. C'est inattendu. Joyeux Noël, Martin. Je suis désolée de vous déranger pendant les vacances. C'est absurde. Que puis-je faire pour vous? J'ai pris une grande inspiration.
J'ai besoin d'informations sur l'assurance vie de mon grand-père. Celle qui a été versée à ma mère en début d'année. Il y a eu une pause. Je vois. Puis-je vous demander pourquoi vous vous renseignez maintenant? Parce que je l'ai appris hier. Maman m'a dit qu'il n'y avait plus d'argent après les frais médicaux de grand-père. Le soupir de Martin est audible au téléphone. J'avais peur qu'une telle chose se produise. Ton grand-père était très clair sur ses souhaits, mais malheureusement, il ne les a pas rendus juridiquement contraignants. Elle avait donc le droit de garder tout l'argent? Juridiquement parlant? Oui. La police désignait votre mère comme unique bénéficiaire. Cependant, votre grand-père m'a laissé une lettre exprimant son souhait que le produit soit divisé à parts égales entre votre mère, vous et votre frère. J'ai remis cette lettre à ta mère lorsque l'assurance a été versée. Ma poigne s'est resserrée sur le téléphone. Et il n'y a rien à faire maintenant? Eh bien, dit lentement Martin, cela dépend de ce que vous voulez accomplir. L'argent lui appartient légalement, mais s'il y a des preuves qu'elle a reconnu les souhaits de votre grand-père et qu'elle a accepté de les honorer, nous pourrions avoir des raisons de contester son contrôle sur les fonds. Quel genre de preuves? Des courriels, des textos, des conversations enregistrées où elle a confirmé qu'elle partagerait l'argent. Tout ce qui montre qu'elle a reconnu votre droit à une partie de l'héritage. J'ai pensé aux copies qu'Ethan avait faites, aux documents d'assurance, à la lettre de grand-père, au dépôt bancaire. Je dois vérifier avec mon frère, mais je pense que nous avons peut-être quelque chose. Quelle serait la prochaine étape? Si vous voulez vraiment poursuivre cette affaire, nous pourrions demander une injonction d'urgence pour geler les fonds jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. C'est une démarche agressive, surtout à Noël, mais si vous craignez qu'elle ne dépense l'argent rapidement. Elle le dépense déjà, ai-je dit en pensant à la somptueuse fête de Noël et aux signes évidents d'une vie extravagante. À quelle vitesse cela pourrait-il se produire? Je pourrais déposer les documents par voie électronique aujourd'hui. C'est Noël, donc le juge ne l'examinera peut-être pas avant demain, mais compte tenu des circonstances et de la somme relativement modeste en jeu, nous pourrions avoir de la chance. Lorsque j'ai rencontré Ethan pour le petit déjeuner dans un restaurant local. J'avais pris ma décision. Nous avons comparé nos notes sur les preuves dont nous disposions, et Ethan a révélé l'élément crucial, un SMS de maman envoyé il y a 3 mois, reconnaissant qu'elle s'occuperait bientôt des souhaits de grand-père. En réponse à Ethan qui demandait quand nous allions recevoir notre part de l'héritage. Cela pourrait suffire, ai-je dit. Martin pense que nous pouvons au moins geler l'argent pendant que les questions juridiques sont réglées. Ethan a poussé ses œufs dans son assiette. Tu es sûr de vouloir faire ça? Ça va encore aggraver la rupture avec maman. Quelle rupture pourrait être pire que le fait qu'elle me dise que je n'appartiens plus à la famille? Que l'argent fait sa famille et que je n'en fais pas partie? La douleur était encore vive, les mots résonnaient dans mon esprit. D'ailleurs, ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit du fait qu'elle nous a menti. Qu'elle a caché les souhaits de grand-père et qu'elle a utilisé son héritage pour financer son ascension sociale tout en disant à tout le monde que j'ai abandonné la famille. Tu as raison, soupire-t-il. Je déteste que l'on en arrive là. Après le petit déjeuner, j'ai rappelé Martin et lui ai donné le feu vert. En moins d'1 heure, il m'a envoyé par courriel les documents à signer numériquement. En début d'après-midi, la requête d'urgence avait été déposée. Il ne nous restait plus qu'à attendre. Dès au retour à l'hôtel, j'ai essayé de retrouver un semblant d'esprit de Noël. Ethan et moi avons échangé les cadeaux que nous avions apportés l'un pour l'autre, une sacoche en cuir pour lui, une paire d'écouteurs sans fil pour moi. Nous avons commandé des plats chinois et regardé La vie est belle sur la télévision de l'hôtel. En essayant de ne pas penser au dîner de famille qui se déroulait sans nous à l'autre bout de la ville. Mon téléphone a sonné vers 6 heures. C'était tante Carole. Oh Tom, chérie, comment tu tiens le coup? Je vais bien. Mieux que prévu, en fait. J'ai pensé à toi toute la journée. Je veux que tu saches que je n'avais aucune idée de ce que Patricia faisait à propos de l'héritage ou des choses qu'elle a dites à ton sujet. Aucun d'entre nous ne le savait. Son soutien m'a fait monter des larmes inattendues aux yeux. Je vous remercie. Cela signifie beaucoup. Je ne pouvais pas rester à ce dîner hier soir, après ce que j'ai entendu. J'ai dit à Patricia ce que je pensais de son comportement et je suis partie. Plusieurs autres l'ont fait aussi, une fois qu'ils ont compris ce qui s'était passé. Une petite partie de moi,
mesquine, était satisfaite de savoir que le parfait réveillon de Noël de maman avait été perturbé. J'ai déposé des documents juridiques aujourd'hui. Et Carole. Pour geler l'argent de l'assurance de grand-père jusqu'à ce que tout soit réglé. Bien, dit-elle fermement. Papa serait horrifié par ce qu'elle a fait. Il t'adorait, ô Tom. Tu le sais, n'est-ce pas? Après avoir raccroché, j'ai vérifié ma messagerie et j'ai trouvé une notification de Martin. Le juge avait examiné notre demande d'urgence et accordé le gel temporaire des fonds. Et elle resterait en place jusqu'à ce qu'une audience soit programmée au cours de la nouvelle année. Comme à l'improviste, mon téléphone s'est mis à bourdonner de messages provenant tous de ma mère. Que as-tu fait? Astérisque. La banque vient de m'appeler pour me dire que mon compte était bloqué. Astérisque. Comment oses-tu faire ça à Noël? Astérisque. Puis, un appel de Richard. Je le laisse sur la boîte vocale, puis j'écoute son message. Oh Tom? Ce n'est pas nécessaire et c'est préjudiciable à ta mère. Nous devons en discuter entre adultes. Rappelle-moi s'il te plaît pour qu'on puisse régler ça sans avocat. D'autres textos de maman ont suivi, alternant entre rage et manipulation. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. Astérisque. J'allais partager l'argent quand le moment serait venu. Astérisque. Tu me brises le cœur, ô Tom. Est-ce vraiment ce que tu veux? Astérisque. Ton grand-père aurait honte de toi. Astérisque. Est la dernière pique, mais je sais que ce n'est pas vrai. Grand-père Earl avait été gentil et juste toute sa vie. Il n'aurait pas voulu que son argent devienne une arme. Bloque son numéro, a suggéré Ethan quand je lui ai montré les messages. Au moins pour ce soir. Accorde-toi une pause. Je n'ai pas pu me résoudre à la bloquer complètement, mais j'ai fait taire les notifications. Quelle que soit la résolution qui viendrait, elle n'arriverait pas ce soir. À Noël. Plus tard dans la soirée, alors qu'Ethan se reposait sur le deuxième lit de la chambre d'hôtel, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai trouvé un courriel d'une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Hey, ô Tom. Astérisque. J'ai appris ce qui s'est passé avec tante Patricia. Le groupe de discussion de la famille est en train d'exploser. Je voulais juste que tu saches que la plupart d'entre nous sont de ton côté. Maman, tante Carole, a parlé à tout le monde de l'histoire de l'héritage et de la façon dont tante Patricia a menti à ton sujet. Ce n'est pas normal. Astérisque. Quoi qu'il en soit, si tu es encore en ville et que tu veux venir chez nous pour manger des restes demain, toi et Ethan êtes les bienvenus. Pas de pression, juste une offre. Astérisque. Amour. Astérisque. Jamie. Astérisque. Pour la première fois depuis mon arrivée dans le Tennessee, j'ai senti un véritable sourire se dessiner sur mon visage. J'avais perdu un lien familial? Mais peut-être que d'autres pourraient être renforcés à sa place. Aussi douloureux qu'ait été ce Noël, il avait révélé des vérités qui avaient été cachées pendant trop longtemps. Et c'était peut-être un cadeau en soi, le cadeau de la clarté, de voir les gens tels qu'ils sont vraiment. J'ai fermé mon ordinateur portable et me suis allongé sur le lit de l'hôtel, en regardant les lumières clignotantes du triste petit arbre de Noël artificiel dans le coin de la pièce. Demain apporterait de nouveaux défis, mais ce soir, au moins, je pouvais me reposer en sachant que je m'étais défendu et que j'avais défendu ce qui était juste. Et la semaine entre Noël et le Nouvel An s'est déroulée dans un vide étrange. Au lieu de retourner à Chicago comme prévu, j'ai prolongé mon séjour à l'hôtel et j'ai profité de la politique de vacances flexible de mon entreprise pour travailler à distance. Ethan m'a de nouveau proposé son canapé, mais j'avais besoin d'espace pour digérer tout cela. Et il avait besoin d'une pause dans le drame familial pour passer du temps avec sa petite amie, qui était revenue de chez ses parents. Les premiers messages de colère de ma mère ont fait place à un silence calculé. Richard, quant à lui, appelait quotidiennement pour faire des offres de règlement de plus en plus généreuses, chacune d'entre elles étant présentée comme un geste magnanime plutôt que comme la reconnaissance d'un acte répréhensible. Votre mère est prête à vous donner $20 000 si vous renoncez à ces absurdités juridiques, a-t-il déclaré lors de son dernier appel. C'est plus que ce que ta part aurait été de toute façon. Ce n'est pas une question d'argent, Richard. Ai-je répété. Une phrase qui était devenue mon mantra. Il s'agit du principe. Et des mensonges qu'elle a racontés à mon sujet. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont contrariés. Tu sais comment ta mère est.
Mais c'était justement ça. Je ne savais pas comment elle était. J'avais passé toute ma vie d'adulte à trouver des excuses à son comportement, à me convaincre que son amour conditionnel valait mieux que pas d'amour du tout. Les événements de la veille de Noël m'avaient finalement forcé à voir la vérité que j'avais évitée. L'amour de ma mère était assorti de conditions que je ne pourrais jamais satisfaire. Le matin du réveillon, le téléphone de ma chambre d'hôtel a sonné, fait inhabituel puisque la plupart des gens me contactent sur mon portable. C'était la réception. Madame Wilson ? Une dame âgée vous demande. Une certaine Madame Eleanor Wilson ? Elle dit qu'elle est votre grand-tante. La grand-tante Eleanor était la sœur de mon grand-père ? Une femme de 80 ans que je n'avais pas vue depuis des années. Curieux et un peu inquiet de savoir ce qui pouvait la faire sortir dans le froid hivernal, j'ai demandé à la réception de la faire monter. Elle est apparue à ma porte quelques minutes plus tard, une petite silhouette emmitouflée dans un manteau de laine rouge. Ses cheveux blancs étaient parfaitement attachés malgré le vent. Automne, ma chère, dit-elle en acceptant mon étreinte avec une force surprenante pour quelqu'un de son âge. J'espère que vous ne voyez pas d'inconvénient à cette intrusion. Carole m'a dit que vous restiez ici. Pas du tout. Je vous en prie, entrez. Puis-je vous offrir du café ou du thé ? Du thé, ce serait parfait. Pendant que je préparais la modeste cafetière de l'hôtel à chauffer de l'eau, Eleanor s'installa dans l'unique fauteuil de la pièce, enlevant ses gants avec un soin délibéré. J'ai entendu toute une histoire sur l'argent de l'assurance de Patricia et Earl, dit-elle sans préambule. Est-il vrai qu'elle l'a gardé pour elle ? J'ai acquiescé, versant de l'eau chaude sur le sachet de thé dans une tasse en papier. Je hochai la tête en versant de l'eau chaude sur le sachet de thé dans une tasse en papier. Et elle m'a dit qu'il ne restait plus d'argent après les frais médicaux de grand-père. Les lèvres d'Eleanor se sont plissées en une fine ligne. Cela ne me surprend pas autant qu'il le faudrait. Patricia a toujours eu des goûts de champagne avec un budget de bière, comme disait mon frère. Lorsqu'elle a épousé ce concessionnaire automobile, j'ai prévenu Earl qu'elle pourrait changer. Elle accepte le thé avec un signe de tête en guise de remerciement. Je ne suis pas venue uniquement pour bavarder sur votre mère. Je t'ai apporté quelque chose. Elle sortit de son grand sac à main un album de photos en cuir usé. Elles appartenaient à Earl. Il aurait voulu que tu les aies. L'album contenait des photos que je n'avais jamais vues auparavant. Mon grand-père jeune, son mariage avec ma grand-mère, ma mère enfant, puis, vers la fin, des photos de moi et d'Ethan avec grand-père Earl. Des parties de pêche, des fêtes d'anniversaire, des moments ordinaires préservés dans des couleurs qui s'estompent. Il était si fier de toi, dit Eleanor en montrant une photo de moi lors de la remise de mon diplôme de fin d'études secondaires, grand-père rayonnant à mes côtés. Il racontait à tout le monde que tu avais obtenu cette bourse grâce à ton propre mérite. Il a raconté à tout le monde que tu avais gagné cette bourse grâce à ton propre mérite, que tu avais fait tous ces boulots pour t'inscrire à l'université sans prendre un centime à Richard. Les larmes me montent aux yeux. Je ne le savais pas. Earl comprenait la valeur de faire son propre chemin. C'est pourquoi il a laissé l'argent de l'assurance à partager entre vous tous. Il voulait vous donner un coup de pouce. Pas une béquille. Elle m'a tapoté la main. Votre mère n'a jamais vraiment compris cette distinction. Nous avons passé l'heure suivante à feuilleter l'album, Eleanor me racontant des histoires sur mon grand-père que je n'avais jamais entendues. Comment il avait créé sa propre entreprise avec seulement $50 empruntés à un ami. Comment il avait refusé une offre d'emploi lucrative parce qu'elle aurait signifié l'approbation de sa famille. Comment il avait discrètement payé les frais d'inscription à l'université du fils d'un voisin lorsque la famille avait connu des temps difficiles. Votre grand-père pensait que la famille était une question de soutien, pas de contrôle. Dit-elle en se préparant à partir. Souvenez-vous que quoi qu'il arrive avec Patricia, après son départ, je me suis sentie attirée par la fenêtre pour observer les préparatifs du réveillon du Nouvel An dans le parc situé en face de l'hôtel. Des familles installant des couvertures de pique-nique. Des adolescents lançant des frisbees, des couples se promenant main dans la main, des gens ordinaires vivant des vies ordinaires, inconscients des drames qui se déroulent autour d'eux. Mon téléphone a sonné, celui de Martin Greenberg, notre avocat. J'ai des nouvelles, m'a-t-il dit après que nous ayons échangé quelques mots de politesse. Le juge a fixé une audience au 5 janvier. Mais surtout, j'ai discuté avec l'avocat de ta mère. Elle a engagé un avocat. D'une certaine manière, cela rendait les choses plus réelles.
Oui, et voici la partie intéressante. Son avocat a indiqué qu'elle pourrait accepter de diviser l'argent comme ton grand-père l'avait prévu si nous pouvions éviter le procès. Pourquoi ce soudain changement d'avis? La voix de Martin prend un ton diplomatique. Il semble que plusieurs membres de la famille aient exprimé leur déception face à ces actions. Et il y a peut-être une certaine inquiétude quant à l'image que cela donnerait à son nouveau cercle social si cela devenait public. En d'autres termes, la menace qui pèse sur son image soigneusement construite est plus convaincante que n'importe quel argument moral. Que pensez-vous que je dois faire? Ai-je demandé. Juridiquement, nous avons un bon dossier. Mais les procès sont coûteux et épuisants sur le plan émotionnel. Si elle est prête à faire ce qu'il faut maintenant, même pour de mauvaises raisons, il vaut peut-être mieux accepter. J'ai promis d'y réfléchir et j'ai raccroché, l'esprit agité par des émotions contradictoires. Une partie de moi voulait la validation d'une victoire juridique, mais une autre partie voulait simplement que ce chapitre soit clos pour que je puisse aller de l'avant-point le soir venu. Mon téléphone a de nouveau sonné, un appel inattendu. Oh Tom? C'est Richard. Je suis en ville. Pourrions-nous prendre un café? Juste tous les deux, la curiosité l'emportant sur la prudence, j'ai accepté de le rencontrer dans un café près de mon hôtel. Il était déjà là quand je suis arrivée, il avait l'air plus âgé et plus fatigué que dans mon souvenir de la veille de Noël. Merci d'être venu, me dit-il en se levant maladroitement alors que je m'approchais de la table. Je vous ai commandé un café au lait. Vous en prenez toujours, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, surpris qu'il s'en souvienne. De quoi s'agit-il, Richard? Il soupira lourdement, passant une main sur ses cheveux clairsemés. Je voulais te parler loin de ta mère, pour t'expliquer certaines choses. À eu cours de l'heure qui a suivi, Richard a brossé un tableau de ma mère que j'avais entrevu. Mais que je n'avais jamais vraiment compris. Sa peur désespérée de retrouver l'insécurité financière de son enfance. Son obsession à maintenir les apparences parmi ses riches associés. Est sa réaction de panique lorsque l'argent de l'assurance est arrivé, non pas par avidité, a-t-il insisté, mais par peur que cela ne suffise pas à assurer son avenir s'il lui arrivait quelque chose. Ce n'est pas une mauvaise personne, oh Tom. Elle a peur. Elle l'a toujours été. La peur ne justifie pas le mensonge, ai-je dit. Ou de garder de l'argent qui n'était pas le sien. Ou de dire aux gens que j'ai abandonné la famille. Non, ce n'est pas le cas. Pour la première fois, il m'a regardé droit dans les yeux. J'aurais dû dire quelque chose. Quand elle a commencé à répandre ses histoires sur toi, j'aurais dû les corriger. Je suis désolée de ne pas l'avoir fait. Ces excuses, inattendues et apparemment sincères, m'ont pris au dépourvu. Richard avait toujours été une figure périphérique dans mon paysage émotionnel, le mari de ma mère, pas tout à fait un beau-père, certainement pas un remplaçant de mon père. Pourtant, il était là, faisant preuve de plus de perspicacité et de remords que ma propre mère. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce que j'ai vu Patricia se perdre ces dernières années. La femme que j'ai épousée était gentille, malgré ses insécurités. Elle vous aimait, les enfants, même si elle ne le montrait pas toujours bien. Il a regardé sa tasse de café. L'argent l'a changé. Ou peut-être qu'il a juste amplifié ce qui était déjà là. Quoi qu'il en soit, je n'aime pas ce que nous sommes devenus. Alors que nous nous séparions à l'extérieur du café, Richard a maladroitement tendu la main. Quelle que soit votre décision concernant l'héritage, j'espère que vous envisagerez de laisser la porte ouverte, ne serait-ce qu'un peu. Pas pour le bien de Patricia, ni pour le mien, mais pour le vôtre. Pour le vôtre. J'ai regagné mon hôtel en marchant dans les rues remplies de fêtards de la Saint-Sylvestre. Leur excitation contrastait fortement avec mon humeur contemplative. Les mots de Richard résonnaient dans mon esprit, en concurrence avec les histoires d'Anne-Éléanore sur mon grand-père et les conseils juridiques pratiques de Marnon. À l'approche de minuit, j'avais pris ma décision. J'allais accepter l'offre de règlement, partager l'héritage comme mon grand-père l'avait prévu et faire don de ma part à la fondation pour l'alphabétisation qu'il avait soutenue pendant des années. L'argent qui avait causé tant de douleur ferait du bien au monde, et je fermerais ce chapitre avec autant de grâce que possible. Alors que les feux d'artifice explosaient dans le parc, illuminant ma chambre d'hôtel de brefs éclats de couleurs, j'ai levé une coupe de champagne bon marché qui se trouvait dans le mini-dash frigo. À un nouveau départ? Ai-je dit à la chambre vide.
Et au lâcher-prise. 3 mois après ce Noël fatidique, le printemps avait commencé à adoucir le paysage du Tennessee. Des cornouillers fleurissaient le long de l'autoroute alors que je me rendais au palais de justice pour ce qui serait, je l'espère, la résolution finale de notre litige sur l'héritage. La procédure judiciaire avait progressé plus lentement que prévu, des complications étant apparues lorsque ma mère avait initialement rejeté les conditions de l'accord. En fin de compte, après avoir examiné toutes les preuves, y compris la lettre de grand-père Earl, les SMS confirmant ses souhaits et les témoignages de tante Eleanor et d'autres membres de la famille, le juge a tranché en notre faveur. Et la journée d'aujourd'hui n'était qu'une formalité, la division officielle du produit de l'assurance en 3 parts égales. Je n'avais pas vu ma mère depuis la veille de Noël. Elle avait refusé les séances de médiation, ne communiquant que par l'intermédiaire de son avocat. D'après Ethan, qui vivait encore en ville et la voyait de temps en temps à des réunions de famille, elle était devenue plus renfermée. Son calendrier social était nettement moins chargé alors que la nouvelle de notre dispute se répandait dans son cercle soigneusement cultivé. Le palais de justice était calme ce matin-là, seuls quelques avocats et clients se déplaçaient dans les couloirs caverneux. J'ai aperçu ma mère et son avocat près de la salle de conférence désignée, sa posture rigide, son regard fixé droit devant. Elle portait un tailleur bleu marine classique, et ses bijoux habituels brillaient par leur absence. « Bonjour, maman », dis-je en m'approchant d'eux, Martin à mes côtés. Elle a hoché la tête avec raideur, mais n'a rien déité. Et la procédure en elle-même a été peu spectaculaire, signature des documents, vérification des comptes. Félicitations superficielles de la part des avocats. Ma mère est restée silencieuse tout au long de la procédure, signant là où on le lui indiquait sans faire de commentaires. Ce n'est que lorsque tout fut terminé qu'elle rencontra enfin mon regard. « J'espère que vous êtes satisfait, » dit-elle, sa voix dépassant à peine un murmure. « Il ne s'agit pas de satisfaction, » ai-je répondu. « Il s'agit d'honorer les souhaits de mon grand-père. Ton grand-père ne comprenait pas les réalités de ma situation. Peut-être pas, mais il comprenait l'importance de l'équité. » Elle rassemble son sac à main et se prépare à partir. « Richard m'a dit que tu donnais ta part à la fondation pour l'alphabétisation. » J'ai hoché la tête, surprise qu'elle le sache. Grand-père croyait en leur travail. Quelque chose s'est dessiné sur son visage, du respect, peut-être, ou simplement de la surprise. « Eh bien, c'est votre choix. »« Oui, » ai-je dit simplement. « C'est vrai. » Ce bref échange, aussi banal soit-il, a représenté la conversation la plus civile que nous ayons eue depuis des mois. En la regardant s'éloigner, j'ai ressenti une légèreté inattendue. Et la colère qui m'avait animé tout au long de la bataille juridique s'était progressivement dissipée, remplacée par une acceptation calme de ce que notre relation était devenue et de ce qu'elle ne serait probablement plus jamais. À l'extérieur du palais de justice, un soleil printanier me réchauffait le visage. J'avais pris une semaine de vacances pour m'occuper des affaires juridiques, mais au lieu de rentrer immédiatement à Chicago, j'avais prévu de rester quelques jours avec Ethan. Notre relation s'est approfondie tout au long de cette épreuve. Les appels téléphoniques hebdomadaires se sont transformés en une véritable amitié, au-delà de nos souvenirs d'enfance communs. « Comment ça se passe ?» m'a demandé Ethan lorsque je suis arrivée à son appartement cet après-midi-là. Étonnamment paisible. Elle ne s'est pas battue, ne s'est pas disputée. Elle a juste signé les papiers et est partie. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Moi non plus. Je me suis installée sur son canapé, le même sur lequel j'avais dormi cette nuit de Noël. Je pense qu'elle est fatiguée de se battre. Ou peut-être que Richard lui fait entendre raison. Il m'a appelé la semaine dernière, tu sais. Il m'a demandé comment tu allais. Ce soir-là, Ethan et moi avons rencontré Carole, Eleanor et plusieurs cousins pour dîner dans un restaurant local. Ce qui avait commencé comme une petite rébellion familiale contre le comportement de ma mère s'était transformé en une tradition mensuelle, une façon de maintenir des liens qui avaient été négligés pendant trop longtemps. « As-tu réfléchi à ce que tu feras ensuite ?» demande Carole alors que nous partageons le dessert. « Avec ta mère, je veux dire. Je ne ferme pas complètement la porte, ai-je dit après avoir réfléchi à la question. Mais je ne cherche plus non plus à obtenir son approbation. Si elle veut une relation, elle doit être fondée sur l'honnêteté. C'est pour cela qu'Eleanor a acquiescé. Les limites sont importantes, même, surtout avec la famille.
Le concept de limite avait été au cœur de mes séances de thérapie au cours des derniers mois. Après mon retour à Chicago à la suite de Noël, j'avais enfin cherché une aide professionnelle pour traiter non seulement le traumatisme récent, mais aussi les années d'acceptation conditionnelle qui avaient façonné ma relation avec ma mère. Grâce à ces séances hebdomadaires, j'ai commencé à comprendre le schéma que nous avions établi. Mes tentatives désespérées pour gagner son approbation, ces normes de plus en plus impossibles à respecter, nous étions toutes deux piégées dans des rôles qui ne nous apportaient ni bonheur ni épanouissement. Mon thérapeute, le docteur Levine, m'avait fait découvrir le concept du chagrin de la reconnaissance, le processus douloureux qui consiste à reconnaître que le parent que l'on aimerait avoir n'existe pas et n'existera jamais. Ce chagrin m'a d'abord semblé accablant, mais il est devenu progressivement gérable, puis transformateur. Accepter ma mère pour ce qu'elle était réellement, plutôt que pour ce que je voulais qu'elle soit, m'avait libéré d'attentes qui ne pourraient jamais être satisfaites. Et la veille de mon retour à Chicago, j'ai reçu un message inattendu de ma mère, * j'ai mis certaines de tes affaires d'enfance dans une boîte. Richard peut les déposer chez Ethan si tu les veux. * ce n'était pas exactement des excuses ou un rameau d'olivier, mais c'était quelque chose, une reconnaissance de mon existence au moins. J'ai répondu par un simple message de remerciement, * ce serait sympa. * Richard est arrivé le lendemain matin avec une boîte en carton. * elle a trouvé ça quand on a réorganisé la salle de stockage, explique-t-il en me le tendant. * à l'intérieur se trouvaient des albums de photos de mon enfance, des travaux scolaires que ma mère avait conservés, mes annuaires de lycée et une petite boîte à bijoux contenant le collier que mon grand-père m'avait offert pour mon 16e anniversaire, un objet que j'avais cru perdu lors de l'un de leurs déménagements. * Merci de les avoir apportés, dis-je, sincèrement touché par ce geste, même s'il est insignifiant. Richard se déplace mal à l'aise sur le pas de la porte d'Ethan. * Elle voit quelqu'un. Un thérapeute, je veux dire. C'est moi qui l'ai suggéré, après tout ce qui s'est passé. Je ne peux pas dire qu'elle ait fait de grandes avancées, mais c'est un début. * Cette information m'est restée en tête pendant le vol de retour vers Chicago, une émotion compliquée, entre espoir et scepticisme, prenant racine. Je ne m'attendais pas à des changements spectaculaires ou à des réconciliations déchirantes. Mais peut-être qu'avec le temps, quelque chose de plus sain pourrait naître des cendres de notre ancienne relation. Dès au retour dans mon appartement de Chicago, j'ai installé les albums photos sur mon étagère et placé le collier de mon grand-père dans ma boîte à bijoux. Des petits morceaux de mon histoire récupérés et réincorporés dans ma vie actuelle. Ce soir-là, j'ai appelé Ethan pour lui dire que j'étais bien arrivée. * J'ai réfléchi, lui ai-je dit après que nous ayons repris contact. * Et si tu venais à Chicago pour Noël cette année? On pourrait commencer de nouvelles traditions. * J'aimerais bien, * a-t-il répondu. * En fait, Melissa pourrait venir aussi, si c'est d'accord. Les choses deviennent assez sérieuses entre nous. * Bien sûr, c'est d'accord. Plus on est de fous, plus on rit. * Après avoir raccroché, je me suis assise près de ma fenêtre, regardant la ligne d'horizon de Chicago scintiller dans la lumière du soir. Et la ville qui représentait autrefois ma fuite se sentait désormais chez elle comme jamais auparavant, non pas parce que je fuyais quelque chose, mais parce que je l'avais choisi, revendiqué comme mienne. Le voyage depuis cette veille de Noël enneigée jusqu'à ce moment a été douloureux, révélant des vérités sur ma famille et sur moi-même qui avaient été longtemps enfouies. Mais cette douleur m'a permis d'y voir plus clair. Et cette clarté m'a permis de guérir. J'ai appris que la famille ne se définit pas par le sang ou l'argent, mais par le respect, l'honnêteté et l'attention sincère. Certains liens familiaux ont été rompus, peut-être irrémédiablement, mais d'autres ont été renforcés et de nouveaux liens se sont formés. En ce qui concerne ma mère, seul le temps nous dira si notre relation peut être reconstruite sur des bases plus saines. Je n'attendais plus son approbation pour me sentir complet. Je ne mesurais plus ma valeur à travers ses yeux. Quoi qu'il advienne entre nous à l'avenir, ce serait entre deux adultes faisant des choix conscients, et non entre un enfant cherchant désespérément la validation et une mère la refusant. L'héritage qui avait déclenché cette transformation était, en fin de compte, bien plus qu'une question d'argent. Il a été le catalyseur qui m'a permis d'affronter des vérités enfouies depuis longtemps, de briser des schémas destructeurs et de trouver le courage de définir la famille selon mes propres termes. En ce sens, c'était peut-être exactement le cadeau que mon grand-père avait voulu me faire depuis le début. Que signifie la famille pour vous? Est-elle définie par le sang, par le choix ou par quelque chose d'entièrement différent?
J'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.et si cette histoire vous a touché. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour entendre d'autres histoires sur la façon de trouver la force dans les moments les plus difficiles de la vie. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas que les rejets les plus douloureux peuvent parfois nous mener là où nous sommes vraiment à notre place.